Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, on ne va pas analyser une émission de Qui veut être mon associé, on va analyser un des jurés de Qui veut être mon associé. On reste finalement dans le même thème, mais on va prendre un personnage à la loupe, comme j'aime parfois le faire, et on va regarder un petit peu plein de mécanismes qu'il y a autour, des mécanismes de l'émission que je vais décortiquer avec toi, que tu connais déjà, mais c'est bien de faire des petits rappels pour que tu aies matière à réfléchir à la situation dans laquelle tu te trouves, et en même temps, on va s'intéresser à son histoire, à des détails intéressants pour que tu puisses appliquer à ta situation les mêmes stratégies sans obtenir les mêmes résultats parce qu'elle a plus de moyens que toi et moi. L'idée, c'est quand même que tu puisses obtenir de meilleurs résultats que ce que tu as actuellement grâce à ce qu'elle fait déjà. Donc sans plus de transition, et comme sûrement tu l'auras vu sur le titre de l'émission, on va parler de la Québécoise Isabelle Chevalier. Bon, j'aime bien faire des voix avec ma fille de différentes nationalités, donc ne m'en veux pas. Un petit peu de québécois dans cette émission, ça sera toujours sympa et ça permettra peut-être pas de voyager les trucs comme c'est. Bon, ça c'est pas le québécois à la fin, mais bon, tu m'as compris. Bref, c'était un peu d'humour dans cette émission avant qu'on attaque. Et toujours pareil, avant qu'on attaque, je vais te rappeler l'usage. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission parce que les podcasts se référencent de cette façon. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Tu dis écoute ça, c'est de la bombe bébé. J'aime bien dire ça. Ne cherche pas, je ne sais pas pourquoi. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. On est en train de refaire totalement le site. Et au moment où je parle, au moment où tu vas écouter cette émission, c'est une question de jours avant que tu n'aies accès finalement à un nouveau système qui, je pense, sera hyper intéressant. Il va y avoir des évolutions parce que je prends une nouvelle direction. Donc, il va y avoir des formations qui vont être plus segmentées, plus précisément nichées. Donc tu vas avoir de l'immobilier, de la bourse, de l'entrepreneuriat, voilà, et tu verras, je pense que je vais faire un truc qui va être super sympa. Et de l'autre côté, on va regarder les livres. Et normalement, cette année, je te réserve aussi des surprises. Ça va être une belle année de livres en ce qui me concerne. En tout cas, on y travaille vraiment d'arrache-pied. J'espère bientôt pouvoir t'annoncer une dinguerie. Une surprise énorme. Voilà. Sachant qu'au moment où je te parle, on a déjà un livre qui est terminé sur notre partie à nous. Et que là, on est dans la phase d'écriture des intervenants. Et c'est vrai que j'ai un petit défaut sur ce coup-là. Je rajoute le maximum d'intervenants. Mais parce que je raisonne en me disant, quand tu vas lire ce livre, tu auras le maximum de valeur. Tu vois. Plus il va y avoir de gens qui vont intervenir, plus tu vas avoir de valeur. C'est comme ça que je le vois. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je le vois. Bref, donc une année de changement sur le site. Donc tu vas sur immobilier-compagnie.com et tu verras tous les changements. Déjà, au moment où je te parle, les coachings ont changé et ce soir à minuit, oui, c'est ce soir à minuit, s'arrête la promotion. Tu peux taper OR1 sur l'espace coaching. Donc OR, Olivier Renaud en capital et le chiffre 1. Et tu as une promotion sur les coachings avec moi si tu veux en profiter. Ça s'arrête ce soir. Voilà. Bref, donc voilà, tout ça c'est sur immobiliercompagnie.com. J'ai fini mon petit moment promotion. J'avais envie d'en parler, mais je pense que je ferai une émission sur YouTube pour parler de tout ça, pour montrer un peu les changements. Et on en reparlera. Sans plus de transition, on va parler d'Isabelle Chevalier. Donc j'ai récupéré une partie de sa biographie sans que je vais te la lire, je vais te la résumer. On va prendre des passages et on va... Voilà, ça va pas être la plus longue émission que j'ai réalisée en termes de podcasting, mais ça, mon avis, ça risque d'être intéressant parce que justement, tu vas voir le parcours d'un entrepreneur femme qui a fait un exit et qui derrière s'est reconverti en investisseur multicasquette. Bref, sans plus de transition, Patrick Magneto. Je me présente, Isabelle Chevalier, femme entrepreneur, investisseuse, mère de famille. J'ai 3 garçons, donc je suis très fière, et canadienne. Je viens de l'émission Dans l'œil du dragon, qui est l'émission canadienne équivalente à celle-ci. Donc là, on va marquer une pause et dans un instant, tu vas avoir des extraits de l'émission canadienne L'œil du dragon, qui est finalement stricto sensu la même émission que Qui veut être mon associé que nous avons en France. Isabelle est déjà jurée dans Qui veut être mon associé québécois. Finalement, si tu veux, elle est déjà le poste au Québec. Bon, je suis désolé de faire ça, il faut que j'arrête. Et en fait... Donc déjà ici, je vais prendre un moment d'arrêt pour qu'on prenne le temps de simplement réfléchir à un élément pour lequel nous les Français, on a un grave problème. Je n'ai pas la prétention de régler ce problème avec toi. Alors ce qu'on va faire, c'est que simplement, je vais
essayer de te demander d'y réfléchir. Et je vais te faire un exercice. Et on verra si tu le fais ou pas. Peut-être que tu me remercieras ou pas. Donc, le problème que nous partageons en France, c'est que je ne sais pour quelle raison, et je n'ai pas d'explication rationnelle, les Français détestent, mais alors ils détestent copier. Pour eux, copier, je sais pas, j'ai presque envie de dire que c'est grave. Alors c'est pas grave en réalité, mais c'est mal, c'est mauvais. Il y a un aspect négatif à la copie, comme si le fait de copier, ça serait déjà su, et ça serait en plus d'être su, ça serait un fait aggravant. Là, regarde, qu'a fait la télévision. Et en plus, ils te le disent ouvertement. Et je suis certain que ça ne te choque pas. C'est-à-dire que là, de la manière dont c'est amené, ça ne t'a pas dérangé. Pourtant, la télé, elle a fait quoi? Elle a pris dans le juré québécois, à mon avis, et c'est ce que je pense, la personnalité la plus marquante. Ils ne se sont pas embêtés. Ils ne se sont pas pris la tête à aller chercher finalement, je vais dire, un juré pour lequel ils ne connaîtraient pas les résultats à l'avance. Et de la même manière, dans le monde de la télévision, quand un concept marche, il est dupliqué. Dupliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le copie dans différentes langues. Et ça ne pose aucun problème à ceux qui le font. En réalité, la seule chose qui t'empêche de réussir, c'est toi-même. C'est toi qui es ton plus gros problème. Arrête de te dire que de copier, c'est mal. C'est même l'inverse. Copie ce qui marche, approprie-toi-le, personnifie-le, ça n'est déjà plus de la copie, et développe-le à ta sauce. Tu peux très bien reprendre un concept général et l'adapter à ta sauce. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il m'arrive parfois de reprendre des titres dont je sais qu'ils fonctionnent sur mes vidéos YouTube. Je les reprends sans aucun problème, mais je ne produis pas le même contenu. Je fais mon propre contenu qui n'a rien à voir avec le contenu de la vidéo, mais qui respecte le titre en fait. Et même parfois, j'ai déjà fait ça. J'ai même mis des fois des titres qui n'ont rien à voir avec le contenu et ça marche aussi. En fait, rien ne t'empêche de faire ce que tu veux. Mais arrête de te bloquer sur la copie. Alors, je t'ai dit que j'allais te faire un exercice et j'aimerais vraiment que tu le fasses. J'aimerais que tu prennes une feuille de calque, que tu décalques un dessin, une fois, 2 fois, 3 fois, tu le décalques plusieurs fois. Après l'avoir décalqué, tu le recalques au départ sur une autre feuille. Puis après l'avoir recalqué sur la feuille, tu le redessines plusieurs fois. Tu vas comme ça reproduire l'opération jusqu'à ce que tu saches faire le dessin. Et à la fin, tu montreras le dessin que tu sais faire en ne disant pas que tu l'as décalqué au départ. C'est-à-dire que si tu fais l'exercice que je te demande de faire, et je te souhaite de le faire, vraiment, tu te constateras qu'au départ, tu vas copier le dessin, tu vas le copier plusieurs fois jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu sois capable de le refaire sans avoir besoin de le copier. Et à partir de là, tu auras appris à le faire. Et une fois que tu auras appris à le faire, tu vas pouvoir l'améliorer. Tu vas oser enlever et ajouter des choses. Et quand tu vas le montrer à quelqu'un, tu n'auras pas besoin de dire que tu l'as copié au départ. Tu pourras dire, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est la réalité. Et en fait, ce que j'essaye de te transmettre au travers de l'exemple du dessin, c'est que la notion de copie, la notion de duplicage, la notion finalement de rapport au plagiat, parce que c'est ça, on emploie des fois le terme plagiat, elle est relative à la situation dans laquelle tu vas faire ce plagiat. Et encore une fois, copier bêtement, c'est mal. Je ne le remets pas en cause. Mais copier avec intelligence, c'est bien. Pour te raconter une petite histoire, une anecdote qui m'avait marqué à mes débuts dans le web, qui avait fait aussi que, je pense, ça m'avait un peu isolé des autres créateurs de contenu. À mes débuts dans le web, il y a un créateur de contenu qui avait pris mon livre sur les SCI et qui avait carrément lu tout un passage en prétendant que c'était le sien. Et je me rappelle très bien, parce qu'avec ma mère, ça nous avait énervé. Ma mère, elle voulait l'attaquer en justice et tout. Moi, j'avais dit non, laisse tomber. Je lui ai dit le mieux que j'ai à faire, c'est d'écrire un autre livre qu'il ne pourra pas réécrire. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire Devenir riche sans argent. Alors, je l'écrivais déjà à l'époque, je l'écrivais depuis longtemps. Mais c'est comme ça que je me suis vraiment mis à l'ouvrage pour le terminer, entre guillemets, plus rapidement. Parce que je me suis dit, au lieu de m'embêter à perdre mon temps, à attaquer quelqu'un qui copie mon travail, continue à faire ton travail jusqu'à ce que tu puisses produire un contenu qui ne soit pas duplicable. Et Devenir riche sans argent, personne ne peut le copier parce que c'est mon histoire. Donc de toute façon, il n'y a rien à copier, c'est unique. Je raconte ma vie sur la première partie et je te donne des conseils sur la deuxième, issus de mon histoire. Donc si tu veux, c'est voilà, tu vois.
Et en fait, je pense personnellement que que tu n'as pas de temps à perdre avec le fait de copier. D'abord parce qu'on se copie tous les uns les autres. Tu ne peux pas l'empêcher. Et comme tu le fais toi-même, comme moi je le fais aussi et comme on le fait tous, à quoi ça sert d'accuser les autres de quelque chose que tu fais de toute façon? Pose-toi cette question. Mais surtout, et c'est là où on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion, en fait, si on copie ton travail, ça veut dire qu'on y trouve, d'abord c'est une forme de reconnaissance, et qu'on y trouve, on y reconnaît une forme de qualité que finalement on veut s'approprier parce qu'on n'est pas capable de la faire. Donc ça doit plus te flatter que te vexer. Et là où ça devient intéressant, ça veut dire que si tu es copié, tu tiens quelque chose. Et si tu tiens quelque chose, au lieu de perdre ton temps, passe à l'étape d'après, pousse ton travail jusqu'à ce que tu arrives à un point où tu ne puisses plus être rattrapé. Parce qu'on peut te copier une fois sur un concept. On peut te copier peut-être 2 ou 3 fois sur 2-3 concepts. Mais au bout d'un moment, à force que tu pousses, si tu mets ta patte, si tu crées ta marque, si tu deviens, si tu incarnes ce que tu es, c'est-à-dire la copie qu'on essaye de tirer de toi, les autres ne seront jamais que la pâle copie de l'original. Et à un moment donné, ça finira par se voir. Moi, j'ai jamais arrêté de pousser, à un point où aujourd'hui, quand les gens me demandent comment je fais pour faire tout ce que je fais, c'est un petit peu aussi comme ça que je me suis démarqué, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ma création de contenu, elle est compliquée à tenir, sachant que je suis tout seul quand même. Les gens ne le savent pas, mais je suis seul. C'est-à-dire que tout ce que tu vois que je produis, c'est produit par une personne, moi. Donc les livres, les vidéos, les podcasts, les shorts, tout est fait par une seule personne. Je l'assume, je m'en fiche en fait. Il n'y a pas d'équipe derrière. Il n'y a personne, il n'y a que moi. Donc les gens se disent, mais mec, tu travailles combien de temps par semaine? Beaucoup plus que la moyenne. Et à partir de là, ça fait réfléchir. Et à partir de là, à force de créer à ce niveau-là, tu atteins un certain savoir-faire que tu vas perfectionner. Et attention, je ne suis pas le meilleur. Moi, je ne dis pas ça pour... J'essaie juste de te montrer que la copie, c'est la base. Qu'après, c'est à toi de l'améliorer. Qu'après, tu vas trouver des concepts que tu vas développer, dans lesquels tu vas t'éclater, etc. Et là, la télé le fait. Et ce qui est intéressant, donc, pour revenir au sujet, c'est qu'ils n'ont pas pris Isabelle Chevalier par hasard. Ils l'ont pris parce qu'ils savaient qu'en la prenant, ils capitalisaient sur quelque chose qui était déjà existant. Et c'est encore plus intelligent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, avec un peu de chance, les Québécois regarderont l'émission française. Ok, j'arrête vraiment là. Tu vois? Et c'est ça qui est drôle en fait. C'est que tu te dis, les mecs, ils le font ouvertement devant toi. Et toi, pour je ne sais quelle raison, tu as une gêne avec ça. Donc, mets ta gêne sous le tapis, oublie-la, passe au-dessus, fais ce que tu veux, mais voilà, je ne veux pas en entendre parler. Passe à l'action, copie ce qui marche, sans aucun problème. Bien évidemment, copie-le d'abord, puis améliore-le ensuite. Mais le conseil va dans ce sens-là, c'est-à-dire ne copie pas bêtement, améliore. Moi, je change toujours les choses, je prends des idées, j'améliore, je fais mon truc. Et je fais mon petit chemin dans mon coin en fait, tout en m'inspirant, je ne m'en cache pas, j'ai pas de problème avec ça. Il y a des gens qui diront, ah mais regarde, ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble, mais c'est pas pareil. Voilà. Et en même temps, quel est le problème de prendre quelque chose qui marche et de le réadapter? Dans la mesure où, après, et c'est ça de toute façon qui sera ton travail, tu vas quand même devoir le faire marcher. Parce qu'il y a un élément qu'il ne faut pas omettre dans cette affaire. Tu peux copier le plus grand maître dans ton domaine. Si derrière, tu ne mets pas en place les actions pour que ça fonctionne, devine quoi? Ça ne fonctionnera pas. En fait, en copiant, tu te garantis juste une facilité sur un résultat donné, mais tu ne te garantis pas le résultat. Et c'est là où, en fait, l'erreur, elle est commise. Les gens pensent que parce qu'ils vont copier quelque chose, ça va fonctionner pour eux de la même manière que ça va fonctionner pour l'autre. Non, non. En général, ce que tu vois n'est qu'une partie de l'ensemble qui a conduit au résultat. Et toute la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que moi je vais faire que lui ne fait pas pour soit avoir de meilleurs résultats, soit pour avoir d'autres résultats, meilleurs ou moins bons, encore une fois, peu importe, mais il y a une masse de travail annexe, cachée, que tu ne vois pas, que tu vas devoir faire et qui, malgré la copie, sera exécutée. Donc, la copie n'est qu'une, finalement, assistance, une aide qui garantit non pas une réussite, mais, on va dire, déjà une base sur laquelle tu peux t'appuyer pour avancer en te disant bon, mais s'il fait ça, c'est que d'une certaine manière, ça fonctionne. Et l'idée derrière, encore une fois, d'améliorer, de personnaliser, de retravailler et d'aller chercher ce que les autres ne font pas. Donc l'exercice, je te le répète une dernière fois, décalque
travaille, copie, décalque, améliore, refait, présente le dessin en disant que c'est toi qui l'as fait. Bien évidemment, le but, c'est pas que ce soit le même que l'original, mais que l'original t'ait amené au résultat que tu vas présenter. Et une fois que tu es à l'aise juste avec le dessin, tu seras à l'aise avec tout le reste. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Pas clair l'offre produit, ouais. Comment est-ce que le consommateur va comprendre la différence? Je vais quand même passer. Ouais. Très bel exercice marketing. C'est quoi faire la même offre de ce que tu demandes? Je vais y aller avec l'offre d'Isabelle. Je vais profiter de ce passage de l'émission pour te parler un petit peu du parcours d'Isabelle, de l'analyse que j'ai pu faire au niveau de ce qu'elle a été capable de faire. On va bien évidemment partager l'histoire d'Isabelle en deux parties pour moi, parce qu'il y a vraiment deux grandes parties. On va se concentrer sur la première partie ici, c'est-à-dire, en gros, donc tu vas comprendre. Isabelle, au départ, elle fait HEC à Montréal, donc c'est les études qu'elle a suivies. Et pour t'expliquer un petit peu son parcours, elle va créer une société avec son père, d'accord ? En comprenant bien qu'elle crée la société avec l'argent et l'idée de son père. Elle le reconnaît elle-même, c'est-à-dire que son père a une idée et il a l'argent. Mais elle va bâtir l'entreprise avec lui, c'est-à-dire qu'elle est partie prenante dans l'opération. Juste pour que tu comprennes, de mon analyse, de ce que j'ai pu trouver dans les recherches que j'ai faites autour d'Isabelle Chevalier, moi, je dirais que les compétences d'Isabelle Chevalier se cristallisent dans le marketing. Pour moi, déjà, c'est une marketeuse. Et j'ai choisi ce passage pour te parler de tout ça parce qu'on voit dans l'émission canadienne qu'elle a une fibre avec le marketing. Elle est sensible et elle sait comment développer le marketing, mais elle a aussi des compétences dans la fabrication et dans la recherche et développement. Elle a vraiment 3 domaines forts dans lesquels elle excelle. Et finalement, ce n'est pas un hasard à mon sens si la société a fonctionné. Donc juste pour que tu aies une notion de ce dont on parle, elle est en 1996 la directrice de Bioca+, donc bio comme le terme bio, hein, BIO, avec un petit tiret K en capital, la lettre K de Karine, et plus à côté. Donc Bioca+, c'est une société de probiotiques qui va être distribué dans les pharmacies et les épiceries, dont l'objectif est finalement tout simplement d'améliorer la santé des personnes qui consomment ce produit. Isabelle Chevalier, elle est la directrice de 1996, alors attends, je ne vais pas te dire de bêtises, ici, 1996, elle est dans la société, elle crée la société, et en 2011, elle en devient la coprésidente, et après tu verras, il y a une évolution dont on va parler ensuite, elle a clairement contribuer au développement de la marque, d'abord au Canada, puis aux États-Unis. Il faut quand même que tu saches qu'on parle d'une société qui est numéro 1 au Canada, numéro 3 aux États-Unis et qui après s'est développée à l'international. Elle a ouvert l'Europe, elle a ouvert l'Asie. Et donc en réalité, c'est une femme qui est déjà connue à l'international, mais qui surtout a aussi la compétence de savoir développer un produit à l'international. Ça n'est pas donné à tout le monde. Crois-moi que pour te développer à l'international, il faut de l'argent, des compétences et aussi des connaissances parce qu'en fait, tu arrives dans un pays et il va falloir tout mettre en place pour que ça se déploie dans le pays. Donc, créer du réseau, parler des langues, savoir actionner les bons, contacts parce qu'effectivement, tu vas avoir des personnes qui vont t'aider et pas d'autres. Tu vas perdre du temps, tu vas gagner du temps, enfin bref. Et aussi, tu vas perdre de l'argent et tu vas aussi gagner de l'argent, bien évidemment. Alors, bien évidemment aussi, tu pourras me le faire remarquer, mais quand tu as une société qui marche, c'est toujours plus facile. Alors je te dirais oui et non parce qu'en réalité c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment comme créer une nouvelle activité parce qu'il y a plein de problèmes qui se posent à la société que tu possèdes déjà. Vendre à l'international te fait parfois remettre en cause le modèle que tu as au niveau national sur lequel tu te trouves. Et c'est pas facile. Tu vas te dire, mais aujourd'hui, moi, je suis organisé pour mon pays, mais demain, il faut que je m'organise pour plusieurs pays. Est-ce que je garde la même société ? Est-ce que je crée une filiale ? Est-ce que je ne créerai pas une société internationale qui regroupe l'ensemble ? Comment je vais gérer ça ? De quoi je vais avoir besoin ? Il y a plein de questions qui découlent de simplement l'élément qui consiste à se dire, je vais vendre à l'étranger. Donc voilà. Isabelle Chevalier, en tout cas, elle l'a fait. Elle a les compétences pour le faire. Ça n'est pas simple. Et aujourd'hui, c'est clairement un atout. Et je vais te demander à ton tour de réfléchir à ça. Tu dois réfléchir déjà, si tu écoutes ces émissions depuis longtemps, à quel produit tu vas vendre. Mais maintenant, demain, imaginons que tu as un produit qui commence un peu à se vendre. Comment tu fais pour le vendre à l'international ?
Parce qu'il y a plein de problèmes qui se posent. Est-ce qu'il y a besoin de traduction? Oui ou non? Une fois qu'il est traduit, comment tu l'achemines jusque là-bas? Est-ce que tu ne peux pas le produire sur place? Tu verras que juste de réfléchir à un produit que tu déploies à l'international, ça fait se poser énormément de questions. Et quand tu passes le cap d'entamer les démarches, tu vas te rendre compte que c'est un parcours du combattant. Il y a des démarches administratives, il y a des démarches fiscales, il y a des démarches juridiques, il y a des démarches de visa. Et oui, je parle en connaissance de cause parce que tu le sais, je suis dans une démarche internationale et aujourd'hui on avance bien, j'ai bien avancé. On va dire que j'ai un pied déjà dans le pays, je suis pas encore installé vraiment en termes de, j'ai pas encore commencé à vendre, mais ça ne saurait tarder. Je n'ai jamais été aussi proche de la ligne d'arrivée. Et pour autant, c'est un parcours du combattant. Et en réalité, tu te rends compte que les informations sont dures d'accès et qu'en plus, tu perds de l'argent bêtement. Moi, j'ai perdu de l'argent dans des démarches inutiles, des gens qui t'arnaquent parce qu'ils savent que tu vas avoir besoin, par exemple, d'un numéro précis. Ils vont te dire, moi, pour toi, 500 balles, je te le fais. Mais en fait, ils font rien. Ils se barrent avec l'argent et toi, t'attends. Et puis, tu t'en rends compte et puis tu recommences et tu as perdu du temps, de l'argent. C'est la vie. Donc, elle a développé plein de compétences dans un délai très court. Elle n'est pas âgée. Et tu vas voir, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a encore des choses qui se sont ajoutées derrière. J'ai toujours eu cette flamme entrepreneur depuis toute jeune et je savais que c'était quelque chose que je voulais bâtir. Et c'est mon père qui a eu l'idée et nous avons fondé une entreprise probiotique qui s'appelle Bioca Plus, qui est un vrai fleuron et succès canadien, américain, que nous avons vendu il y a bientôt 2 ans. Notre mission, le but premier, était d'améliorer la qualité de vie des gens. Bon, alors l'histoire, c'est ça sans être ça. Hein. On va parler de la vente parce que c'est assez impressionnant, tu vas voir. On va aussi parler de l'histoire parce que ça ne correspond pas exactement à ce qu'elle vient de dire, sans remettre en cause le fait que c'est son père qui a eu l'idée, ça c'est certain. Mais voilà l'histoire que tu peux trouver sur le site de Bioca Plus. 1960-1983, le docteur Luquet, qui est microbiologiste, va isoler une bactérie humaine qui va avoir des propriétés singulières. D'accord ? En 1983, donc lui il fait des recherches de 1960 à 1983, mais l'année 83, il va faire la rencontre d'un entrepreneur, Claude Chevalier, le père de Isabelle Chevalier, et leur rencontre va aboutir sur la création de la société. Donc, ils envisagent tout un tas de solutions, etc. J'attire ton attention sur un détail qui n'en est pas un. En fait, entre 1983 et 1993, on n'a pas d'informations. Donc, moi, je ne vais rien supputer ici. Je n'ai pas fait de recherche sur cette période. Mais en attendant, quand tu regardes le parcours, il y a un trou de 10 ans. Je trouve que ce n'est pas anodin. C'est mon opinion personnelle. Donc, soit ils ont passé 10 années à développer, à essayer d'améliorer un produit jusqu'à ce qu'ils trouvent une formule qui fonctionne, soit ils ont attendu 10 ans parce que, diverses raisons que je ne connais pas, soit il y a une explication que je n'ai pas et qui mériterait d'être connue. Dans ces cas-là, fais-la moi savoir. Bref, peu importe. 93-96, donc 3 années pour fonder, créer Bioca en mettant en place une formule exclusive et brevetée d'un produit laitier fermenté qui contient 50 milliards de bactéries probiotiques vivantes et actives qui ont des propriétés, bénéfiques pour ton corps, pour mon corps, pour notre corps. À partir de là, la marque est lancée et un élément, on va dire, qui est à mon sens, qui paraît être charnier puisqu'il est mis en avant par la marque, 10 ans encore après, si on prend l'année 93, donc soit 20 ans après la rencontre du papa et du docteur. Bref, il y a en 2003 une crise sanitaire au Québec et en fait, Bioca Plus est utilisé et participe à, on va dire, l'amélioration de la situation. Je ne suis pas en train de dire que c'est Bioca Plus qui a réglé le problème, mais en tout cas, Bioca Plus a participé à régler le problème. Et à partir de là, au fur et à mesure des années, en 2007, il y a une étude qui montre l'efficacité de la formule utilisée par Bioca Plus. Et puis après, il y a un moment donné, ils vendent la société. Et c'est là où ça devient intéressant. Ils vendent la société pour 1,7 milliard de dollars. Alors attention, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de chiffre officiel. C'est plutôt le seul chiffre que j'ai trouvé et qui reste une évaluation de la vente de l'entreprise. On parle d'une très grosse société. Et on parle aussi d'une très belle réussite familiale. Donc franchement, rien à ajouter.
je suis impressionné, le parcours est impeccable et en plus l'exécution tout autant. Parce qu'on a quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a des capacités à se déployer à l'international. Et quand on voit à l'interne, concernant Isabelle Chevalier, les postes qu'elle a eus et comment elle s'est déployée, elle a clairement contribué à la construction de cette marque et à finalement la réussite qui en a découlé, puisqu'elle a été plus que partie prenante. Voilà, notamment sur la recherche et développement. Donc dans les recherches que j'ai pu faire concernant son histoire, en fait, il est clairement mis en avant le fait qu'elle s'est vraiment consacrée sur la recherche et développement pour arriver à avoir des résultats probants sur sa formule. Comme quoi, et c'est un petit peu pour moi le moment de te le rappeler, la qualité du produit, elle est extrêmement importante. Tu dois travailler sur la qualité de ton produit. Plus ton produit est de qualité, déjà plus tu auras de facilité à le vendre et plus ton produit est de qualité, moins tu auras d'objections sur l'achat. Alors quand je dis l'achat, c'est la vente, enfin, tu comprends ce que je veux dire. On vend tous quelque chose. Quand les clients hésitent à acheter quelque chose, ils vont trouver des objections sur leur route pour ne pas acheter. Mais plus la qualité est haute, plus la qualité est reconnue, plus la marque est forte, moins les objections sont résistantes et plus vite le prospect devient client. Et en réalité, c'est ce que tu veux. Donc, c'est intéressant de voir qu'elle a concentré ses efforts sur la qualité de son produit, mais aussi sur le marketing. Pour info, quand tu regardes le site et la marque, parce que Bioca Plus, honnêtement, moi je te le dis comme je le pense, je ne trouve pas que ce soit un mot facile, un nom facile à porter. Eh bien, elle a quand même réussi, je trouve, à faire quelque chose d'élégant et qui donne envie. Moi, quand je vois, là en même temps que je te parle, je vois le produit. Donc, c'est une espèce de pot de yaourt qui ressemblerait à... ça me fait penser au yaourt. Alors, comment ils s'appellent ces yaourts ? Tu as des yaourts comme ça en France. On va écrire ça. Attends, je suis en train de faire la recherche en même temps que je te parle. Yaourt Pro... Ah oui, Activa, voilà. Yaourt Pro Active. Oui, voilà. Sa marque me fait penser au yaourt Activa. Exactement. Je suis en train de regarder en même temps que je te parle. Voilà, c'est ça, à Activa. Je ne sais pas si tu connais cette marque. Je ne sais pas pourquoi. Bioca Plus me fait penser un petit peu à Activa dans le style. Et je trouve que c'est une marque qui parle à tout le monde. Bon, en tout cas, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est très bien fait. Je t'invite à aller voir le site. Tu pourras voir un petit peu ce qu'elle fait, comment elle a construit sa marque. Aujourd'hui, ça n'est plus sa marque. Aujourd'hui, eh bien tiens, justement, Patrick Magnéto, montre-leur ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc maintenant, nous avons créé un Family Office qui nous permet donc d'investir. J'ai travaillé très fort pour bâtir ce qu'on a bâti avec résilience, détermination, effort. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on soit si exigeant avant d'investir notre argent, notre temps, notre expérience à l'intérieur d'un nouveau projet. On va donc parler des Family Office. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce qu'elle est en train de dire, et donc j'aimerais que tu t'inspires, c'est ce côté résilience, effort, exigence. Qu'est-ce que je te répète tout le temps ? L'argent aime les gens responsables. L'argent aime les gens exigeants. D'ailleurs, regarde. Le luxe, ça touche les gens qui ont de l'argent. Et comment on touche les gens qui ont de l'argent ? Avec de l'excellence. Parce que les gens qui ont de l'argent font des efforts pour en avoir. Et comme on sait que les gens qui font des efforts pour avoir de l'argent aiment, apprécient, sont sensibles aux efforts, on leur met en avant des marques qui elles-mêmes font énormément d'efforts pour montrer leur ouvrage, leur art, leur travail. Et finalement, ce n'est qu'un effet miroir auquel on se sent appartenir, qui font qu'à la fin, on capte de la valeur. Tu veux attirer des gens qui ont de l'argent ? Travaille comme les gens qui ont de l'argent. Bref, je ne vais pas parler de ça, parce que tu le sais déjà, et que j'enfonce un peu une porte ouverte. Mon objectif ici, c'est plus de te parler des Family Office. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Family Office ? Comment ça fonctionne ? D'où ça vient ? Bref, si oui, tant mieux. Sinon, ça tombe bien, on va en parler. Alors, le concept de Family Office est apparu au 19e siècle. Et c'est des familles telles que la famille Rockefeller qui ont un petit peu démocratisé ce concept. En fait, c'est quoi un family office ? C'est une sorte de structure ad hoc. Donc ad hoc, ça veut dire quoi ? C'est quelque chose qui se raccroche à autre chose. Et en gros, c'est une société que l'on va créer, souvent détentrice, ou plutôt, non pardon, je veux dire, souvent détenue par des membres d'une même famille, family office, ok, et qui vont prendre des participations
dans d'autres structures qu'elles vont soit chercher à contrôler, soit chercher simplement à détenir pour enrichir finalement l'organisation qui est en train de se mettre en place. Généralement, c'est important de le comprendre, le family office, la structure centrale, elle est détenue à 100% par une même famille qui la dirige, qui prennent des décisions et qui agissent de façon coordonnée dans l'intérêt de cette structure. Et cette structure, par contre, peut détenir d'autres structures où là, elle n'est pas majoritaire, voire même minoritaire. Alors après, dans les family office, il va y avoir des spécialités, il va y avoir des organisations, il va y avoir des tâches qui vont être allouées et il va y avoir aussi de l'autre côté, donc de l'autre côté du spectre, de l'allocation d'actifs, de la supervision d'établissements bancaires, des reportings consolidés, de l'attribution de performance, enfin bref, tout un tas d'éléments qui vont amener cette structure, le family office, à avoir un intérêt financier pour l'ensemble des membres de la famille qui en possèdent des parts. Bien évidemment, dans un family office, il y a une notion successorale, puisqu'il y a une notion de succession et de transmission. Et il y a aussi, on va dire, généralement, puisque ça reste un concept purement anglo-saxon, donc ce sont plutôt nos amis et cousins canadiens et américains qui vont avoir ce type de structure. Ils vont avoir de la philanthropie, donc en gros, ils vont faire des dons d'argent à des associations parce que c'est leur système, ça. Et aussi, ils vont faire de la gestion d'actifs au travers de placements immobiliers et boursiers, etc. Voilà. Donc globalement, tu vois comment ça s'organise. C'est ni plus ni moins qu'une société qui est créée par une famille, souvent à la suite d'un exit où il y a une énorme somme d'argent qui a été encaissée. Cet argent doit être réaffecté et on va faire travailler l'argent en famille. Bon ben là, j'ai envie de dire, c'est presque une évidence puisque le père avait entrepris avec la fille. On ne sait pas combien ils ont encaissé. J'insiste, tout à l'heure, je t'ai parlé de 1,7 milliard de dollars. Mais c'est le seul chiffre que j'ai trouvé, en sachant que ce seul chiffre avait déjà été donné sous condition de, on va dire, il n'y a pas de montant formel qui ont été donnés dans la presse ou je ne sais où. Donc personne ne sait combien ils ont vendu Bioca Plus. Mais tout le monde sait qu'ils l'ont vendu à un bon prix. Donc en tout cas, suffisamment pour avoir assez d'argent pour arrêter de travailler. Mais c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas arrêté de travailler, qu'ils ont constitué un family office pour donc gérer des affaires et réallouer cet argent afin de le faire travailler et de pouvoir vivre sur plusieurs générations dessus. Parce qu'en général, si tu encaisses 1 milliard, sauf si tu es stupide, tu devrais normalement pouvoir t'en sortir. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des personnes qui ont encaissé des milliards et qui ont dilapidé cet argent. Sur ma chaîne YouTube, tu as une vidéo d'une personne, j'ai fait ça il y a très longtemps, la vidéo est un peu spéciale d'ailleurs à regarder je pense. Bref, je fais une vidéo sur une personne qui a dilapidé 1 milliard de dollars en propriété, en maison, en tout genre. Enfin, il a fait n'importe quoi avec l'argent et il l'a tout simplement dilapidé en quelques années. Donc l'argent est clairement plus facile à dépenser qu'à gagner, ou en tout cas qu'à accumuler. Donc, ne crois pas que c'est si simple, c'est pas parce que tu encaisses un gros montant que tu le garderas très longtemps et c'est pas parce que tu as un family office que tu arriveras à le gérer sur la durée. Juste pour ton information, ou plutôt ta culture générale, il faut que tu saches que tu as des sociétés qui sont spécialisées dans les services au family office. Donc juste, je te l'explique pour que tu comprennes. En gros, les family office donc, sont des sociétés familiales qui ont beaucoup d'argent, qui vont chercher à le réinvestir. Généralement, elles sont connues ou en tout cas, il y a des petites structures qui connaissent l'existence de ces groupements. Ils vont aller les démarcher pour leur proposer finalement de, j'ai envie de dire, sous-traiter certaines des missions qu'eux-mêmes sont censés mener. Donc comment ça se met en place ? En gros, on va prendre Isabelle Chevalier et son père. On va imaginer qu'ils ont un montant qu'ils veulent allouer à de l'immobilier. Au lieu de faire eux-mêmes leurs opérations immobilières, ils vont prendre une société tierce à qui ils vont confier un cahier des charges en leur disant on cherche un immeuble à New York, je te dis une connerie, ça peut être n'importe où, un immeuble à New York avec telle caractéristique, vous me le trouvez, vous me l'exploitez en hôtel, vous faites ça, ils vont leur donner tout un tas de missions et de contraintes. Ils vont totalement externaliser cette recherche et cette mission. Et tu as des sociétés qui sont spécialisées là-dedans et qui vont chercher cet immeuble new-yorkais dans lequel ils vont faire un hôtel. Tu vois. Et ils vont tout faire et quand ce sera fini, ils reviendront les voir et leur dire voilà, on a fait ça, ça, ça et ça. Alors bien évidemment, il y a des points de contrôle. Je ne suis pas en train de te dire qu'ils vont acheter sans les consulter. Je suis en train simplement de te dire que en fait, ce sont des équipes spécialisées dans l'externalisation de placement pour des family office. Voilà, je crois que je n'ai pas dit de bêtises dans ma phrase, c'est français et c'est ça.
Donc voilà, je te le dis parce que c'est aussi un métier intéressant, parce que tu travailles avec des gens qui ont de l'argent, qui ont aussi des exigences, qui ont de hautes attentes et qui ont des attentes aussi en termes de rentabilité qui sont très différentes de ce à quoi nous on est confrontés. Et du coup, ça te montre que finalement, à tous les niveaux, il y a des gens qui ont des besoins et que si tu arrives à répondre à ces besoins, tu gagneras toi aussi de l'argent. C'est QFD, mais il fallait quand même que je te le dise. Ma particularité, je pense que tout le monde va le dire, ouais, t'amènes international. Parce que le Canada, les États-Unis, je le connais comme le fond de ma poche. Maintenant, ce qui guide mes investissements, en fait, souvent, je m'aligne avec mes valeurs. Alors, il y a la santé, évidemment, le mieux-être, il y a la famille aussi. Alors, ce sont des choses qui sont importantes pour moi. Et attaquons maintenant le passage difficile de cette émission, en sachant que ce que je m'apprête à te dire, tu ne dois pas le prendre au pied de la lettre, mais j'espère que ça te fera réfléchir. Tu vois, Isabelle, elle est en train de te partager avec toi une situation qui résonne avec énormément de gens. Oui, j'investis dans des sociétés qui sont en corrélation avec mes valeurs. Je vais vers des gens avec qui je vais avoir des affinités. Elle a complètement raison. Mais j'aimerais que tu entendes qu'elle a les moyens de pouvoir agir de la sorte. Autrement dit, il y a trop de gens que j'entends, que je vois, que j'écoute, qui vont adopter la même posture, mais qui n'ont pas encaissé 1,7 milliard. Même si on ne sait pas combien elle a encaissé, tu comprends ce que je veux dire. Ils n'ont pas fait un exit à plusieurs millions et ils n'ont pas les moyens d'avoir les propos qu'elle tient aujourd'hui. Moi, je te souhaite de pouvoir parler comme ça, qu'on soit bien clair. Je ne suis pas un ami qui te veut du mal. Je suis un ami qui te veut du bien. Et justement, parce que je te veux du bien, je vais essayer de te faire passer un message très difficile. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les moyens d'avoir les mêmes propos que Isabelle Chevalier. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas choisir de faire des choses qui vibrent avec tes affinités et tes valeurs. Tu aimerais, et je peux l'entendre, et même le comprendre, mais tu n'as pas les moyens. Je suis désolé de te le dire. Commence par te donner les moyens et ensuite, tu pourras tenir les propos. Mais le problème, c'est que les gens commencent par tenir les propos et ne se donnent jamais les moyens. Donc j'en suis vraiment navré parce que je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, j'insiste, j'essaye de mettre les formes pour ne pas te choquer. Mais la réalité, c'est ça. C'est que pour pouvoir réellement travailler selon tes valeurs, tu dois commencer par acquérir des compétences. Et je trouve que tu peux repasser ce passage plusieurs fois, c'est hyper intéressant. Elle commence par le dire. Elle commence par dire « Mon principal atout aujourd'hui en France par rapport aux attentes que pourront avoir les candidats, c'est que je connais les États-Unis et le Québec comme le fond de ma poche. » J'avais dit que j'arrêtais. C'est plus fort que moi. Mais tu vois, elle met en avant d'abord sa compétence. Et après, elle va venir rajouter la notion de valeur parce qu'elle a les moyens de le mettre. Mais c'est le fond du problème. Du coup, les gens font un mauvais amalgame et se disent « Ah ouais, alors pour avoir de l'argent, il faut travailler selon ses valeurs. » Non, d'abord tu commences par avoir de l'argent en développant des compétences. Et après, tu peux faire la fine bouche parce que tu as les compétences. Et c'est dur, hein, j'en ai complètement conscience. Parce que moi aussi, j'aurais rêvé pouvoir commencer dans la vie et pouvoir tenir ces propos-là. Pouvoir dire « Non, mais ça c'est pas mes valeurs, je le ferai pas. » Sauf qu'en fait, entends-le bien, hein, moi il y a plein de choses que j'ai fait qui n'étaient pas dans mes valeurs, mais que j'ai dû faire parce que je n'avais pas vraiment le choix en fait. Et ta capacité à faire ce que tu dois au-delà de tes choix, ça sera ta capacité à réussir. Qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure ? On a monté une boîte avec beaucoup de résilience. Quand elle était dans Bioca Plus, entre 1993-96 jusqu'à 2003, jusqu'à ce qu'elle vende, je suis certain qu'elle ne tenait pas ses propos. Elle charbonnait et puis elle baissait la tête. Quand elle a vu le bout du tunnel, elle a pu se reconnecter à elle-même et à ce moment-là, changer de cap et pouvoir tenir ce genre de propos, avoir un agenda plus original. Mais tout ça, tu l'as quand tu as fait le taf. Je répète toujours la même phrase à ma fille. D'abord on travaille, après on s'amuse. Même si aujourd'hui, la plupart des gens veulent d'abord s'amuser pour ensuite travailler, la vérité, c'est que si tu commences par l'amusement, quand tu vas devoir te mettre vraiment au travail, ça va vraiment piquer. Ça va vraiment être très difficile. Donc moi, j'essaye, comme à chaque fois, bien de faire mon taf et de te dire ce que je dois te dire. Et là, c'est le moment difficile
où malheureusement, la plupart des gens, eh bien, ils se prennent le pied dans la porte et ils se cognent la tête. Ça fait mal. Ouïe, 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 bam, la porte dans la tête. Donc vraiment, qu'on soit bien clair, toi et moi, j'adhère totalement au message d'Isabelle Chevalier, mais parce que c'est dans l'ordre des choses. Elle a fait son œuvre. La question, c'est est-ce que toi, tu l'as faite? Et comme la réponse, ce sera non, à 90%, eh bien, désolé de te le dire, mais tes valeurs, on s'en fout. Donc, fais ce que tu dois, obtiens des résultats, et après, on parlera de tes valeurs. Lorsqu'une entreprise me plaît, lorsqu'elle a répondu à mes critères, eh bien là, elle est dans ma mire. Et habituellement, je tire dans le mille. Elle tire dans le mille. Et alors cette dernière phrase, elle montre à quel point elle est sûre d'elle, elle montre à quel point à un moment donné aujourd'hui, elle a fixé des règles et des exigences. Elle ne transigera pas parce qu'en fait elle sait, parce qu'en fait elle a vécu. Et ça fait écho à tout ce que je t'ai expliqué derrière. Tu remarqueras que toutes les personnes qui gagnent de l'argent ont appris à dire non. Le pouvoir du non. Et plus tu as d'argent, plus tu comprends cette notion. Et plus j'avance dans l'argent, le développement, l'enrichissement, appelle ça comme tu as envie, on s'en fout d'ailleurs entre toi et moi, peu importe. Mais plus tu montes dans les échelles financières, plus tu te rends compte que tu sais exactement ce qui te rapporte de l'argent, tu sais exactement ce qui te fait perdre du temps et tu sais exactement ce qui t'éloigne de tes objectifs. Et du coup, finalement, on joue tous, en tout cas tous ceux qui jouent à ce jeu-là, on joue tous au jeu de comment j'en perds le moins possible, comment je fais le plus possible ce qui me rapporte le plus facilement possible le maximum d'argent pour optimiser en fait. Et ce n'est pas un gros mot tout ce que je suis en train de dire, il faut que tu l'entendes. En réalité, le vrai problème que vont avoir la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils ne capitalisent pas suffisamment sur ce qui marche. Je te le dis avec toute la bienveillance du monde, la plupart des entrepreneurs font l'erreur de ne pas capitaliser suffisamment sur ce qui marche. Quand tu fais quelque chose qui marche, mais tu le fais jusqu'à outrance. Tu appuies tellement fort dessus que tu dois être écœuré et t'appuies, tu presses. Et bien évidemment, tu réinvestis derrière, tu ne fais pas n'importe quoi. Hein. Je le répéterai jamais assez. C'est le problème de la plupart des gens et c'est ce que je t'apprends dans mes formations. La plupart des gens ne savent pas quoi faire de leur argent. Et comme ils ne savent pas quoi en faire, même si je t'apprenais à en gagner beaucoup, ben derrière, tu n'en aurais plus. Et c'est un vrai problème. Hein. Je t'assure que c'est le problème de tout le monde en fait. Les gens, ils veulent gagner de l'argent, mais ils ne savent déjà pas quoi en faire. Donc comme tu ne sais pas quoi en faire, même si demain tu en gagnes, de toute façon, tu n'en auras pas. Réfléchis-y, tu verras que ce que je suis en train de te dire est vrai. Et là, on a quelqu'un. Alors déjà, je suppute, mais j'aurais dû dire que je soupçonne en réalité que Isabelle Chevalier, même quand elle créait sa boîte, même quand elle était dans le développement de sa boîte, eh bien, elle investissait déjà parce que tu sens qu'elle a l'âme d'un investisseur. Et cette âme, tu dois la cultiver. Tu dois absolument avoir cette âme en toi parce que c'est ce qui te sauvera de tout un tas d'adversités que tu rencontreras quoi qu'il arrive. Même si ta boîte, elle réussit tout, bien tu auras des problèmes. Et la question qu'on se pose tous quand on a ces problèmes, c'est comment diantre je vais m'en sortir. Et la réalité, c'est que on s'en sort souvent grâce à plein de petites choses qu'on avait fait avant qui nous amènent la solution qu'on attendait sur un plateau d'argent et qui arrive de façon totalement saugrenue et inattendue. Voilà, bref. Je trouve très intéressant sa manière de parler, cette façon très droite, très tranchée de dire j'ai des critères, tu remplis les critères, pam, je vise dans le mille et c'est sûr, je ferai tout pour t'obtenir. En gros, je vais lever le projet et je vais l'amener au plus haut niveau. Elle a confiance en elle parce qu'elle sait de quoi elle est capable et elle a confiance en elle parce qu'elle l'a déjà fait, donc elle sait qu'elle va le refaire. La réalité du coup, elle est toute simple. En fait, il faut que tu vives tes expériences, que tu les vives à fond, que tu ne te poses pas trop de questions, que tu passes à l'action. C'est le fruit de ton expérience qui va te permettre de grandir, qui va te permettre de te développer. Et plus tu vas acquérir de confiance en tes capacités, plus tu vas avancer dans tes projets. Développe de vraies capacités sur lesquelles tu peux compter, comme elle l'a très justement dit. Moi, je peux vous déployer sur le continent américain, sur le continent canadien. Elle a une réelle connaissance, une réelle compétence sur laquelle elle s'appuie. Elle n'a aucune hésitation et du coup, mais comme elle dit, elle tire dans le mille et elle sait qu'elle obtiendra le résultat attendu parce qu'en fait, elle ne sort pas
de sa zone de génie, de confort, de sa zone dans laquelle elle est le plus à l'aise. Et c'est ce que tu cherches à faire toi aussi. Et pour arriver à ça, il faut que tu te confrontes à des difficultés. Il faut que tu n'aies pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Il faut que tu sois réaliste. Enfin bref, il faut que tu vives ton parcours d'entrepreneur, celui que nous vivons tous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et que toujours, tu te dises que tu vas trouver la solution. Et si tu doutes, sache que moi, je crois en toi. Je suis convaincu que tu es capable de trouver la solution, peu importe le problème auquel tu es confronté. Peu importe le problème auquel tu es confronté. Maintenant, je te le redis aussi parce que c'est quand même important et c'est ce en quoi je crois. Bien évidemment que si tu apprends à gérer ton argent, bien évidemment que si tu sais quoi faire de ton argent, je t'assure qu'il ne pourra jamais plus rien t'arriver parce que tu vas avoir des ressources. Et si quand tu as un problème, tu as des ressources pour y faire face, bien finalement, tu peux venir à bout de beaucoup de problèmes. Pas de tous les problèmes, mais de beaucoup de problèmes. Parce que l'argent résout beaucoup de problèmes. Pas tous les problèmes, mais beaucoup. Voilà. On ne va pas rentrer dans le jeu de l'argent améliore la santé, mais ne résout pas les problèmes de santé. L'argent améliore la vie de couple, mais ne fait pas que ta femme t'aime. J'en ai conscience. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent dans ton couple, tu vas pouvoir faire tellement de choses que du coup, la vie passera plus facilement que si tu fais jamais rien en fait. Un couple qui ne fait jamais rien et qui s'ennuie, il aura plus de chances de se séparer qu'un couple qui sort toutes les semaines, tous les jours, tous les week-ends, où il y a toujours des choses qui se passent. Ça ne veut pas dire que l'un est plus heureux que l'autre. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ça veut juste dire que l'argent atténue certaines douleurs qui sont forcément plus difficiles quand on n'en a pas que quand on en a. Voilà, je vais le dire comme ça. Moi, j'espère que tu as compris. J'essaye de mettre des formes parce que parfois, je suis un peu cru. Et ce n'est pas mon objectif non plus. Et vu que déjà, dans cette émission, j'ai essayé de te faire comprendre que si tu n'avais pas les moyens, tu ne pouvais pas faire ce qui te tenait à cœur, on va quand même essayer de finir sur une note positive. Parce que mon but, et je te le dis quand même, c'est de t'aider dans l'entrepreneuriat au travers de ces émissions. Et c'est de t'envoyer un message qui dit « Tu es capable d'être entrepreneur, tu es capable d'être investisseur, tu es capable d'être la meilleure version de toi-même et en plus d'en être capable, je suis convaincu que tu l'es déjà. Plus que toi peut-être. Donc, fais-le. » Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour finir. Donc, c'était une petite émission bien sympathique. Finalement, qui n'a pas été si courte que ça parce que je suis très bavard, ne m'en veux pas. Si tu as aimé l'émission, laisse-moi un commentaire, un like, des étoiles, tout ce que tu veux là où tu m'écoutes toi-même, tu sais. Si tu as envie de travailler avec moi, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation et mes formations, dans l'onglet vie à mes livres. Bon bref, toi-même tu sais aussi. Sinon tu vas sur Amazon, tu tapes riche, mon livre qui apparaît, devenir riche sans argent, tu tapes crise financière avec ou sans accent, tu as mon autre livre qui apparaît, survivre à une crise financière. Je suis pas inquiet, tu vas trouver. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.